d'1,5% cet après-midi. Bank of America, Merrill Lynch, Grégory. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats de la grande banque américaine? Puis ce qui m'intéresse quand même, ce sont aussi les réactions de marché, parce qu'on avait déjà vu, après de très bons résultats, par exemple, de JP Morgan vendredi, des réactions de marché assez négatives. Oui, alors, je dirais même des réactions vendredi qui ont été très négatives parce que les grandes banques baissaient entre 2 et 3%. Et là, vous voyez Bank of America baisser sur des résultats qui étaient meilleurs qu'attendus, sur des résultats qui étaient bons. Alors, il faut voir un tout petit peu en profondeur qu'est-ce qui pourrait décevoir des investisseurs. Et je dirais, il y a trois choses. Première chose, c'est que dans le conference call, enfin dans la discussion après la publication des résultats, Bank of America est prudent. Bon, être prudent, je pense, c'est une qualité. Et qu'est-ce que la direction d'une banque actuellement essaie de faire lorsqu'elle parle après ces résultats? C'est justement de pas susciter trop d'enthousiasme chez les analystes. Comme ça, dans 3 mois, ils auront de nouveau des résultats meilleurs que ce que les années s'attendaient. Enfin, c'est un petit jeu qui est très connu. Par contre, beaucoup plus fondamentalement, ce qu'on voit chez Bank of America, c'est que si ces résultats sont meilleurs que prévu, c'est surtout dû grâce à deux choses. Une chose, ils n'y peuvent rien, c'est les baisses d'impôts. Évidemment, ça c'est quelque chose de très positif. Et puis l'autre chose, c'est un très bon contrôle des coûts, donc des économies qui ont été réalisées et qui rendent ces résultats plus, je dirais, pas rendre plus intéressants, mais les rendent meilleurs que ce qu'ils auraient été sans ces baisses de dépenses. Donc ça, c'est quelque chose à voir. C'est pas vraiment Bank of America qui tout d'un coup a un business qui explose à la hausse. Ce qui a été très très bien chez Bank of America, comme les autres banques, ça a été les activités de trading. Mais là aussi, si on est un investisseur, on sait que c'est un trimestre avec beaucoup de volatilité et que ça sera difficile de reproduire des activités aussi bonnes sur le prochain trimestre. Et puis je dirais, le plus important surtout, c'est quoi? C'est la croissance des prêts. Et là, Bank of America quand même déçoit parce que ce qu'on appelle les loans, les prêts, c'est quand même une des plus grosses activités d'une banque telle que Bank of America. Et là, cette croissance est de 3%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la croissance de l'activité principale de Bank of America est à peine plus forte que la croissance de l'économie américaine. Alors ça, c'est pas vraiment une très forte surperformance pour une banque, comparée avec JP Morgan où la croissance des prêts était de 7%. Donc voilà pourquoi le titre baisse, mais je dirais dans son ensemble, les banques vont très bien. Est-ce qu'elles peuvent aller encore beaucoup mieux? Tout va dépendre de la courbe des taux qui pour le moment n'est pas vraiment avantageuse pour elles, mais devrait le devenir. Bah oui, devrait, c'est toute la question. Elle est très plate, la courbe américaine. Quand on la qualifie, quand on regarde l'ensemble de la courbe des taux courts jusqu'aux taux longs, 10 ans, voire 30 ans, on a une courbe qui est très très plate aujourd'hui. Le 10 ans américain qui remonte autour de 2,85%. Grégory, Netflix va publier ses résultats ce soir. Du coup, je faisais un petit update personnel sur Netflix. Le titre a déjà pris 60% depuis le début de l'année, Grégory. Après avoir gagné quoi, peut-être 50, 60, 70% en 2017. On parle beaucoup des FANG en ce moment en se demandant si l'âge d'or est révolu pour ces grandes valeurs. Netflix, j'ai l'impression, continue son bonhomme de chemin à la vitesse d'une fusée là. Oui, et je dirais c'est un peu le problème vis-à-vis de ces résultats, c'est que Netflix a été utilisé par beaucoup de gérants comme une espèce de vaccin contre ce qui s'était emparé d'un Facebook, contre les controverses vraiment relativement importantes qui avaient mis pression sur tout ce secteur des FANG. Donc on disait Netflix n'a rien à voir avec la publicité, n'a rien à voir avec les données personnelles, et ça a peut-être expliqué une bonne partie de la hausse très récente. L'autre chose aussi, c'est que Netflix avait eu des résultats absolument fantastiques au niveau de la croissance de leurs abonnés au mois de janvier, plus de 6 millions au-dessus de ce qui était attendu. Est-ce que ça va se répéter? Donc la question est là. 60% de hausse pour un titre comme Netflix, qui est quand même déjà, comme vous le dites, a été une surperformance très importante dans le marché. Est-ce que c'est pas un risque sur les résultats qu'on vende sur la nouvelle? Franchement, là, j'arrive pas ma boule de cristal ne me dit pas grand-chose. Ça sera ça qu'il faudra
faudra voir. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter du business de Netflix pour le moment. Tout va très très bien. Il y aura une croissance des abonnés. C'est clair que Netflix dépense énormément d'argent pour le contenu, pour ce qu'ils produisent, plus de 7 milliards de dollars par année. On regardera aussi ça évidemment, mais je dirais surtout, ça sera de la part des gérants de savoir s'ils veulent continuer à être d'une certaine façon à l'abri des soubresauts d'un Facebook et potentiellement aussi d'un Google parmi ces nouvelles controverses. Intéressant, c'est-à-dire qu'au sein du groupe des FANG, parce que dans FANG il y a le N de Netflix qu'on n'a pas dans GAFA, et c'est d'où la complexité un peu de jongler avec ces acronymes, mais dans les FANG, Netflix là, a été perçu comme une valeur refuge finalement pour les investisseurs par rapport aux turbulences d'un Facebook ou d'un Amazon dans la ligne dans le viseur d'un Donald Trump aujourd'hui. Très très intéressant. Bon, on suivra ce soir les résultats de Netflix et puis la réaction de marché. Et ces réactions de marché qui seront quand même très très intéressantes à suivre sur les publications de ces grandes valeurs technologiques. Grégory, un mot peut-être alors d'une vidéo là qui est devenue virale aux États-Unis, enfin et donc dans le monde, j'imagine. Vidéo d'une arrestation de 2 clients arrêtés dans un café Starbucks de Philadelphie il y a quelques jours, j'imagine. 2 clients noirs qui étaient en train d'attendre un ami et qui sont repartis menottés visiblement du magasin. Grégory, bon, en matière de mauvaise presse, j'imagine évidemment que on est dans des standards assez élevés là. Assez élevé ou assez bas, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 pauvres garçons, je dirais. Ils étaient dans un Starbucks pour attendre quelqu'un avec qui ils avaient un rendez-vous pour parler d'affaires, et ils n'avaient pas encore consommé. Ils s'étaient assis à une table, ils n'avaient pas consommé. Ils ont voulu aller aux toilettes, et le manager est venu vers eux en leur disant: vous pouvez pas utiliser les toilettes, vous n'avez pas consommé. Ils ont insisté, ils ont dit: ah mais écoutez, on va consommer, on attend, etc. On n'a aucune raison de pas pouvoir aller aux toilettes. La discussion s'est un tout petit peu envenimée et le manager du restaurant a appelé la police pour expulser ces 2 clients du restaurant Starbucks. Alors évidemment, ça se fait pas. Deuxièmement, c'est évidemment très sensible aux États-Unis du fait que c'était, comme vous dites, des clients qui étaient noirs, et ça a provoqué évidemment aussi une polémique. Alors, de là à dire que Starbucks est raciste, c'est vraiment un peu trop rapide, mais c'est des comportements quand même assez inadmissibles, en tout cas de la part du management du restaurant. Est-ce que la communication a été bien gérée? La seule question, Grégory, c'est est-ce que Starbucks a bien géré la communication autour de cet événement? Parce que le titre ne réagit pas. Enfin, il n'y a pas de sanctions boursières par rapport à cette situation. Oui, ils ont fait tout ce qu'ils ont pourvu. Ils se sont excusés, ils ont dit que c'était inadmissible, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, Starbucks, ils veulent pas trop encourager tout le monde à aller dans leurs toilettes. Enfin, Starbucks, c'est quand même un restaurant, c'est pas des toilettes publiques, donc ils ont dû faire quand même un tout petit peu attention vis-à-vis de cette communication. Mais c'est clair qu'ils ont totalement défendu, je dirais, ces 2 clients innocents, en disant qu'ils avaient été victimes là vraiment d'un abus absolument inadmissible. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services en duplex avec nous. Début